Olivier, tu es professeur à l'Université de Paris. Bonjour, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui dans le cadre de l'école Anthropocène mon collègue Olivier Martin, qui est professeur à l'Université de Paris, et avec lequel nous allons discuter pendant cette heure d'un sujet à la fois complexe mais tout à fait fondamental, qui est le rapport de cette thématique de l'Anthropocène avec les chiffres. Mais avant de rentrer dans le cœur de ce sujet et dans le débat que nous aurons avec Olivier, nous vivons aujourd'hui, en tant qu'universitaires, une journée un peu particulière, puisqu'il se trouve que nos universités sont fermées depuis maintenant 3 mois, et qu'aujourd'hui est une journée d'appel à la mobilisation. Et donc, je ne me voyais pas, et nous ne nous voyions pas, engager cette discussion comme si de rien n'était, comme si la journée était une journée normale pour nous. Et donc, je souhaitais lire quelques mots concernant cette situation des universités et la situation qui est faite surtout à ces étudiantes et ces étudiants qui nous préoccupent très fortement. Depuis près de 3 mois donc, je le disais à l'instant, les universités françaises sont fermées à leurs étudiants. Parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir compté parmi les vecteurs d'enclenchement de la 2e vague épidémique du coronavirus, ces derniers ont été les cibles affichées de cette mesure chargée de leur rappeler le principe de la solidarité nationale. Ce faisant, elle les prive non seulement de ce qui fait le cœur de leur vie, cette vie sociale qui constitue leur premier capital, alors que souvent les moyens économiques leur manquent, mais plus gravement sans doute, pour beaucoup d'entre eux, elle les prive d'une partie importante de leur avenir qu'ils ne peuvent plus construire pleinement. Pour les enseignants de sociologie réunis ce matin autour de cette table, dans la perspective d'ouvrir de grandes réflexions, la privation de la vie sociale qui est faite aux étudiantes et aux étudiants est un symbole d'une violence inouïe, certainement sous-estimée par les autorités, quoi qu'elles en disent et quoi qu'elles garantissent, car la sociologie, dont le nom même ainsi que le premier programme de recherche ont été forgés en France il y a de cela 1 siècle et demi, la sociologie donc a installé au cœur de nos esprits que notre condition humaine était d'abord un fait social. Émile Durkheim, analysant les statistiques françaises du suicide sur plusieurs années, a exposé leur incroyable stabilité et conclut de manière éclatante que plus nos vies sociales étaient riches, moins on mettait fin à nos jours. Les personnes mariées se suicident moins que les personnes vivant seules, les urbains moins que les ruraux, et les jeunes moins que les anciens. C'est la vie sociale de la jeunesse qui les protège habituellement du dépérissement psychologique et des gestes désespérés qui l'accompagnent. La raison profonde sans doute pour laquelle l'actualité en provenance des sites universitaires a commencé ces derniers jours à rattraper les gouvernants. Avons-nous donc tout oublié du fondement de la sociologie que nous laissons fermer nos universités depuis des semaines sans ouvrir de réelles perspectives d'espoir à nos étudiantes et à nos étudiants ? D'autant que la vie sociale des jeunes générations constitue aussi le ferment de la vie sociale de toute la vie qui s'écrit ensuite, le premier capital en quelque sorte qui permet l'insertion professionnelle d'abord, puis souvent d'importantes protections contre les aléas de la vie économique à travers les réseaux de solidarité qu'on constitue à 20 ans et qui perdurent pour la vie. Voilà tout ce dont est privée aujourd'hui une grande partie des nouvelles générations qui vont payer le prix de cette crise pendant de longues années, lorsque la pandémie ne restera sans doute pour les autres qu'un très vilain souvenir. Dans ce contexte sombre, l'école urbaine de Lyon, dispositif expérimental unique en France, a tout mis en œuvre sous la houlette lumineuse de son directeur Michel Lusseau, que je souhaite remercier à nouveau aujourd'hui, pour faire entendre la voix de la tradition philosophique qui ouvre les chemins de la critique fondamentale de nos collectifs
et nos manières de faire. Dispenser de l'obligation de formation de bataillons d'étudiants qui leur est contrainte à la fermeture, cette école urbaine de Lyon, dite de l'urbain anthropocène, a maintenu son programme de recherche, de croisement des expériences et des trajectoires de réflexion. Sa rentrée en octobre, ses mercredis radiophoniques, ses séminaires, ses manifestations scientifiques et culturelles ouvertes. Et aujourd'hui donc, cette semaine donc, à l'école de l'Anthropocène. Donc un immense merci à toutes les équipes de cette école et aux techniciens qui aujourd'hui encore savent faire pour nous permettre cet entretien d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, nous tenions à rendre ce message d'ouverture de l'école, à remettre ce message d'ouverture de l'école au cœur de nos débats, tout en suggérant qu'il était plus complexe aujourd'hui à tenir, compte tenu que nous sommes sollicités pour nous mobiliser dans la rue. Alors on s'est longuement interrogé pour savoir s'il convenait de maintenir le programme prévu de longue date, sur lequel nous allons venir dans quelques minutes, et nous avons décidé que nous prendrions la parole en introduction de nos propos. Voilà. Nous ne pensons pas avoir trouvé la solution au dilemme, mais en cette année de renversement de toutes les certitudes, nous avons choisi de préserver la voix de cette université ouverte aujourd'hui pour rappeler le sort inacceptable fait à toutes les autres universités qui sont fermées, donc, je le redis, depuis 3 mois. Comme un symbole de cette voix que nous voulons ajouter à celles qui se sont déjà élevées pour exiger la libération des universités, la discussion d'aujourd'hui est dédiée à une discussion des formes de pouvoir. J'en viens donc au cœur de notre discussion, qui s'exerce sur nous de manière plus ou moins discrète, mais toujours impérative. Donc on va parler d'empire et de féodalité, puisqu'il s'agit pour nous aujourd'hui d'aborder la question de la place qu'occupent nos chiffres dans les sociétés. Alors évidemment, la crise sanitaire, tout le monde l'a en tête aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la crise sanitaire a mis le projecteur sur ces chiffres qui sont sur tous les écrans de télévision. Et donc, les contestations commencent à s'élever, à celle du nombre de morts quotidiens, à celle du nombre de nouvelles contaminations, à celle des nouveaux taux de prévalence ou d'autres choses dont la plupart d'entre nous, d'ailleurs, n'étant pas sûrs d'avoir compris toutes les subtilités. Et donc, les chiffres aujourd'hui apparaissent à l'esprit de tout le monde, au cœur de nos vies, et c'est ce sujet-là qu'il s'agit d'aborder aujourd'hui. Alors, cher Olivier, nous étions confinés fermement dans le premier confinement. Donc là, un confinement qui, je rappelle, était encore plus dur que celui que nous connaissons aujourd'hui. Tout était fermé. Lorsque m'est parvenu votre courrier m'informant de votre actualité éditoriale à venir, donc la parution d'un ouvrage donc, qui est finalement intervenu cet été, L'Empire des chiffres, aux éditions Armand Collin. Voilà. Et, vous m'informiez de cette édition en accompagnant votre message de quelques mots sympathiques, vous réjouissant. Dès que le déconfinement serait venu, nous pourrions reprendre nos débats anciens sur la place des chiffres dans les sociétés. Et je crois vous avoir promis immédiatement que effectivement, nous saisirions la première occasion pour discuter de votre ouvrage et pour mettre en question ces chiffres dans nos sociétés qui aujourd'hui pourraient nous gouverner. Alors, votre ouvrage pose une question à la fois simple et à la fois extrêmement compliquée. Est-ce que les chiffres nous gouvernent ? Alors évidemment, je l'évoquais, avec la pandémie, tout le monde se pose cette question, même sans avoir une arrière-pensée complotiste derrière la tête. Et derrière cette gouvernance potentielle par les chiffres, tout le monde s'interroge naturellement sur qui gouverne derrière les chiffres. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire un écho à ce sketch formidable des Guignols de l'information qui a été exhumé ces derniers mois, dans lequel la marionnette nommée Sylvestre, employé de la World Company, exposait son business plan à l'occasion de la crise de la grippe aviaire. Donc, ce sketch datait de 2009. Et pour ceux qui l'ont vu ces derniers jours, ces dernières semaines, exhumé dans l'actualité, c'est absolument incroyable de se rendre compte à quel point l'histoire que nous vivons aujourd'hui, d'une certaine manière, était écrite. Alors,
du coup, il est nécessaire de s'interroger derrière ce sketch qui provoque chez nous le rire. Qu'en est-il réellement de ce gouvernement des chiffres et des puissances qui peuvent être placées derrière? Alors, que je retrouve mes notes, voilà. Je termine cette introduction en disant que sur ce gouvernement des chiffres, il se trouve qu'une hypothèse a été formulée ces dernières années par un collègue prestigieux qui enseigne au Collège de France, que nous connaissons bien, vous et moi, Alain Supiot, qui, dans un ouvrage de 2014 intitulé « La gouvernance par les nombres », a proposé que... Alors, Alain Supiot est juriste de formation et il propose, pour être attentif au droit et aux lois, il suggère que les chiffres aujourd'hui ont pris une place supérieure à celle traditionnellement accordée à la loi. Évidemment, l'hypothèse est extrêmement provocante ou provocatrice. Elle a provoqué d'ailleurs de nombreux débats. Et donc, d'une certaine manière, on peut garder comme fil conducteur, à travers la discussion qu'on va avoir, cette idée, est-ce qu'on peut nourrir cette hypothèse que formulait Alain Supiot en 2014 ? Alors, cher Olivier, vous défendez dans votre ouvrage, qui s'intitule, je le rappelle, « L'Empire des chiffres », l'idée que, donc vous dites, à travers une perspective historique très longue, l'idée que, au fil des siècles, les chiffres ont progressivement constitué une forme d'empire. Depuis, vous commencez l'ouvrage sur les rives de la Mésopotamie et jusqu'à aujourd'hui, à travers de multiples regards sur les sciences statistiques, les quantifications dans les sciences, dans les sociétés, dans les activités marchandes. Et vous suggérez qu'au fil du temps, les chiffres ont pris une place absolument déterminante. Et donc, c'est l'hypothèse dont nous allons d'abord discuter et sur lesquels je vais venir tout de suite dans un instant à des questions. Je signale juste que ce qui m'a intéressé dans votre proposition, c'est que pour avoir de mon côté m'être intéressé aux chiffres notamment comptable, statistique puis comptable, j'avais défendu quant à moi dans un ouvrage paru aussi en 2014 l'hypothèse de l'existence de chiffres, de familles de chiffres différentes et peut-être concurrentes. Et donc, je voyais moins se dessiner une perspective d'empire que ce que j'ai appelé donc des féodalités de chiffres. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai proposé qu'aujourd'hui, notre ligne conductrice soit celle-là, empire ou féodalité des chiffres. Voilà. D'ailleurs, nous allons commencer d'emblée par revenir à donc votre hypothèse, celle de la constitution d'un empire. Et donc, est-ce que vous pourriez rapidement évoquer quelques-uns des moments qui vous semblent cruciaux dans la constitution de cet empire des chiffres installé au fil des ans? Merci Fabrice pour cette question, merci à toutes et à tous pour cette invitation et cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui de présenter ce travail. Alors, vous avez, Fabrice, abordé beaucoup de questions, mais si je m'arrête donc précisément à la dernière des questions, à savoir est-ce qu'on peut retracer une histoire un peu générale de l'emprise de l'empire, mais de l'emprise des chiffres dans nos vies, il faut prendre conscience de deux choses. La première chose, c'est qu'au fond, il faut se débarrasser, c'est le premier point, il faut se débarrasser de l'idée selon laquelle les chiffres seraient nés avec la science ou que tous les chiffres seraient le produit d'une activité de connaissance positive ou scientifique. Bon. En fait, quand on plonge dans l'histoire ancienne des chiffres, ou même les choses plus contemporaines, on s'aperçoit que les chiffres ont une vocation qui n'est pas forcément une vocation de connaissance, qui est surtout une vocation de coordination des activités humaines. D'accord ? C'est la raison pour laquelle on peut trouver en Mésopotamie, on peut trouver dans les empires antiques, on peut trouver tout au long de la période médiévale, et puis évidemment à la Renaissance et après jusqu'à nos époques plus récentes, on peut trouver des formes de mise en chiffres, on va dire de chiffrage, d'utilisation des chiffres, mais qui n'ont pas de vocation à fabriquer de la connaissance positive, qui n'ont pas vocation à fabriquer une connaissance sur le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il se déroule, mais qui ont vocation à simplement coordonner les activités des individus.
On va prendre 2 exemples pour illustrer ce point, hein. Le premier exemple, c'est par exemple l'exemple du temps. Aujourd'hui, on peut dire qu'on va mesurer l'heure, mais c'est une expression qui raccourcit des millénaires d'histoire. En fait, qu'est-ce que c'est que la mesure de l'heure dans l'histoire? C'est au fond la fabrication de repères temporels, de moments synchrones qui permettent aux individus de coordonner le moment où ils doivent se rendre à l'église, au moment où ils doivent aller au champ travailler, le moment où ils doivent aller à la salle commune discuter d'un aspect collectif de leur vie. Donc, pour ça, c'est pour faire un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'exemple, par exemple, de la mesure des marchandises. Aujourd'hui, lorsque vous allez sur un marché acheter 1 kilogramme de pommes de terre, vous avez en tête la notion de kilogramme que vous avez découverte à la fois à l'école primaire, à la fois dans l'étude, éventuellement la formation scientifique que vous avez eue, mais aussi dans un aspect très, très pratique, très pragmatique. Et en fait, cette fabrication du chiffrage, ce que j'appelle les biens et marchandises, c'est une fabrication qui n'a pas vocation. Ce chiffrage n'a pas vocation à produire de la connaissance sur les propriétés intrinsèques de votre kilogramme ou de votre volume, votre poids de pommes de terre, mais qui a simplement vocation à trouver un moyen de vous entendre avec le vendeur. C'est un accord que vous passez entre vous et le vendeur pour dire, voilà, nous sommes d'accord que ce volume-là, ce montant-là, ce poids-là correspondra à la somme que je vais payer. Donc, les chiffres sont là pour construire des accords. Et donc, pour coordonner les activités entre les individus avant disons, de se développer, on va y venir, mais avant de se développer pour être au fond des activités de connaissance ou d'une production de chiffrage pour connaître le monde, pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune, pour mesurer le périmètre ou la circonférence de la Terre, etc. etc. Donc, Premier élément de réponse à cette vaste question, c'est qu'il faut se débarrasser de l'idée selon laquelle les chiffres sont le produit d'une activité positive. Ils sont au fond le produit d'une activité de coordination et de recherche d'outils pour coordonner les activités humaines. Bon. Le deuxième élément de réponse à cette vaste question, c'est de dire qu'au fond, la quantification dans les sciences, qui naît évidemment au moment de la révolution scientifique, qu'on date... il y a plusieurs révolutions scientifiques, mais quand on parle de la révolution scientifique, on pense surtout au XVIIe siècle. Donc la révolution scientifique va peu à peu incorporer des chiffres de plus en plus nombreux, de plus en plus, disons, massifs, de plus en plus importants, de plus en plus centraux dans la démonstration de l'argumentation scientifique, pour arriver finalement à un moment qui me paraît crucial, qui est finalement le XIXe siècle, où on voit converger à la fois la quantification dans les sciences, dans l'activité scientifique, la quantification, on va dire, dans les activités profanes, d'échange de biens et marchandises, de coordination des horaires de train, on est à côté d'une voie de chemin de fer, donc on voit très bien quels sont les enjeux qui pèsent sur la coordination des flux ferroviaires, des horaires à lesquels le train part, l'horaire à lesquels le train va passer à tel ou tel endroit, etc. Donc il y a ce besoin-là qui donc converge avec le besoin des scientifiques et qui converge aussi, et c'est un fait que tous les historiens connaissent bien, avec un phénomène massif, majeur du 19e siècle, c'est l'industrialisation et évidemment, on croise les thématiques qui sont fortes ici dans ces bâtiments, l'urbanisation. Donc le 19e siècle est important parce que c'est au fond au moment où va se croiser à la fois, on va dire, une quantification, une mise en chiffre profane, telle qu'elle existait depuis l'Antiquité, telle qu'elle existait dans les périodes médiévales et féodales. Une quantification scientifique, c'est le moment de l'explosion de l'invention, de l'inventivité colossale des instruments de mesure dans les sciences. Et puis, un besoin social lié à l'industrialisation, lié à l'urbanisation. Donc, tout cela converge pour faire que le 19e siècle est un moment, disons, de très fort développement de la quantification, très fort développement des outils de standardisation des dispositifs de quantification. Et pour donner un exemple un peu symbolique, mais qui, à mon avis, au-delà du symbolique, est un exemple fort, c'est l'exemple de l'harmonisation du temps, l'harmonisation de l'heure. C'est en 1891, si ma mémoire ne me trompe pas trop, en 1891 que finalement l'heure légale s'installe en France. Auparavant, il y avait une diversité de manières de compter l'heure entre Lyon, Marseille, Paris, entre Saint-Étienne, Grenoble, etc. et toutes les villes avoisinantes. Donc il y avait une diversité.
1891, c'est le moment où on dit non, il faut qu'on ait une mesure unique, centralisée et standardisée de l'heure. Et aujourd'hui, on a même dépassé cette vision nationale de l'heure pour avoir une vision internationale, mondiale de l'heure. Tout le monde le sait bien. Merci. Alors donc, effectivement, la première idée force qui se dégage de cet ouvrage et que vous venez de rappeler succinctement, c'est que cette quantification, dont aujourd'hui on a l'impression qu'elle est intimement liée aux scientifiques, exclusivement liée aux scientifiques. Donc j'évoquais les chiffres de la pandémie qui depuis quelques mois nous obsèdent, qui occupent tous les plateaux tous les écrans de télévision. Ces chiffres de la pandémie sont des chiffres de l'épidémiologie, la science statistique appliquée aux phénomènes épidémiques, et donc maîtrisée par des scientifiques, par des statisticiens, des gens très brillants dans les disciplines mathématiques, extrêmement sophistiqués. Pour ceux qui ont souvenir, dans les lycées, on fait quelques cours de statistiques et de probabilité, et c'est souvent une occasion pour beaucoup d'entre nous de s'arracher les cheveux. Et donc, la perception qu'on a des chiffres aujourd'hui, c'est qu'effectivement, elle est intimement liée à l'espace scientifique. Et de ce point de vue-là, votre première réponse, qui est de nous rappeler que les chiffres ont une histoire beaucoup plus ancienne que leur accompagnement de ces révolutions scientifiques successives, et donc elles ont d'abord été des activités que vous appelez profanes, en tout cas liées à des activités quotidiennes d'une population opérationnelle, donc une population marchande ou une population de gouvernants. Donc effectivement, c'est un aspect extrêmement fort du début de votre ouvrage. Et donc, je voulais revenir sur la seconde partie que vous évoquiez pour terminer votre réponse. Donc, il y a une accélération, il y a un changement, on peut dire, de paradigme au XIXe siècle, avec les différentes dimensions que vous évoquiez, des phénomènes sociaux, des phénomènes scientifiques. Et donc, dans ce changement d'orientation ou de dynamique qui s'opère au XIXe siècle, il y a un aspect sur lequel je serais preneur de vous entendre revenir, qui est, donc c'est votre chapitre 4, chapitre 4 que vous consacrez donc à la mise en statistique des sociétés. Donc ces fameuses statistiques que j'évoquais à l'instant et qui sont aujourd'hui sur nos écrans de télévision. Et ce moment statistique a été repéré par les historiens, a fait l'objet d'ouvrages fondamentaux. Je pense à cet ouvrage produit en Allemagne dans les années 80, La Révolution probabiliste, qui a rassemblé de grands noms. Je pense à Ian Hacking, par exemple, qui a été lui aussi longuement professeur au Collège de France. Et du coup, j'étais preneur de votre regard sur ce moment très particulier qu'est la mise en statistique du monde qui s'opère donc au XIXe siècle. Alors, là aussi, les historiens, les socio-historiens le savent bien, il n'y a pas de date qui permette de basculer de A vers B ou du rien vers le tout. Bon. Mais c'est vrai que le 19e siècle est un moment d'accélération de la mise en statistique des sociétés. Alors, cette mise en statistique des sociétés existait déjà auparavant, parce qu'il y avait des recensements pour des raisons, des finalités militaires, fiscales, économiques, policières. Donc l'idée de compter les populations humaines, l'idée d'identifier les populations humaines, l'idée de les mettre en série et en tableau, quelque chose qui est également relativement ancien. Mais bien sûr, vous avez parfaitement raison Fabrice, et les historiens l'ont amplement montré, le 19e siècle est un moment d'accélération, d'accentuation colossale des dispositifs, de la multiplication des dispositifs de mise en statistique des sociétés. Et parce que les sociétés deviennent complexes, parce que les sociétés ont besoin d'un regard sur elles-mêmes, parce que les sociétés changent très rapidement durant ce 19e siècle. Et donc, il y a des phénomènes nouveaux émergent. Et donc, des anthropologues, des sociologues, des statisticiens vont sur le terrain essayer de cartographier les choses. Et puis, on essaye aussi, c'est la naissance de l'État-providence un peu plus tard, de comprendre comment on pourrait essayer d'améliorer le développement des sociétés. Par exemple, un des exemples les plus fameux de ce que le 19e siècle nous a légué, au fond, et qui est encore
une des préoccupations majeures de nos sociétés, en lien ou pas avec la pandémie, c'est la question du chômage. La construction de la catégorie de chômeurs, c'est une construction lente, qui date du 19e siècle à peu près, fin 19e, et qui a nécessité, disons, à la fois la création de dispositifs d'identification des situations de chômage, bien sûr un énorme travail de clarification de cette notion de chômage, et puis après, une fois qu'on a conçu un dispositif de comptage des chômeurs, qu'on a clarifié la notion de chômage, eh bien on peut produire des statistiques de chômage. On produit des statistiques de chômage, on produit plus tard des statistiques sur la croissance, sur l'inflation, enfin, tous ces chiffres qui nous sont aujourd'hui infiniment familiers. Ils ne datent pas tout du 19e, mais disons le 19e est un moment où le mouvement prend une ampleur colossale. Alors, des chiffres infiniment familiers, j'aurais tendance à dire aussi des chiffres infiniment fondamentaux, infiniment capitaux. Donc, c'est effectivement, ce sont les pages, autour de la page 100, page 97, vous évoquez comment les chiffres du chômage ont permis d'une certaine manière à la société de s'inventer. Et donc, vous évoquez cette société qu'on appelle aussi la société de l'État-providence, le moment où on a imaginé, devant l'ampleur des phénomènes que permettait de découvrir la statistique, le décompte des phénomènes, on a imaginé les systèmes de protection sociale qui aujourd'hui sont évidemment fondamentaux. Et surtout dans ces moments d'épidémie auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, on voit à quel point la solidarité et la protection sociale est capitale pour faire face aux aléas de la vie. Et donc là, vous avez des pages tout à fait remarquables. Et du coup, je vous aurais... évidemment, l'ouvrage a déjà une ambition extrêmement grande et vous êtes obligé de passer rapidement sur les phénomènes. Mais du coup, vous ne faites qu'évoquer le fait que cette invention de la société, d'une certaine manière, elle n'est pas forcément éternelle. Et donc, aujourd'hui, peut-être, est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour évoquer qu'aujourd'hui, des controverses se développent. Je pense aux travaux de Robert Saleh qui suggèrent que aujourd'hui, les statistiques du chômage à l'échelle de l'Union européenne sont non pas véritablement remises en cause, mais qu'on s'interroge sur le fait que peut-être ces statistiques du chômage peuvent être complétées par d'autres statistiques qui pourraient être plus importantes, comme celle de la création d'emplois. Parce que finalement, la statistique du chômage serait invalidée par le fait qu'il y aurait des trappes à chômeurs et que donc elle ne permettrait pas de repérer les sociétés dans leur dimension cardinale. Peut-être que là-dessus, on peut avoir quelques instants d'échange sur le fait que les choses ne sont jamais définitivement acquises. Alors, les choses ne sont jamais définitivement acquises, parce qu'il faut mettre le doigt ici sur une dimension absolument essentielle, qui a très très bien été montrée par un auteur à qui tous les deux nous devons beaucoup, c'est Alain Desrosières, malheureusement aujourd'hui décédé, et qui nous a quand même transmis, et qui a transmis, disons, à tous ceux qui s'intéressent à ces questions, qui nous a transmis une leçon essentielle, qui est que les chiffres, alors lui, quand il parlait de chiffres, il pensait presque exclusivement aux statistiques sociales, aux statistiques économiques, mais si l'occasion m'est donnée, j'essaierai d'élargir ce propos tout à l'heure dans nos échanges. Mais en tout cas, si on revient à la pensée de Desrosières, l'idée selon laquelle les statistiques sociales, statistiques économiques, donc tous les dispositifs de chiffrage des sociétés, tous les dispositifs qui permettent aux sociétés de se connaître elles-mêmes, eh bien, tous ces dispositifs reposent sur des conventions. Des conventions qui sont donc des accords sociaux, des entités, des notions sur lesquelles les acteurs, les protagonistes, les politiques, les syndicats, les ouvriers, les partenaires sociaux, dirait-on aujourd'hui, se sont mis d'accord pour concevoir une définition de ce qu'est le chômage. Alors, ça, c'est le premier aspect, à mon avis, de la question sur laquelle vous m'amenez. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que rien n'est jamais figé parce que tout est affaire de convention. Bon. Deuxième raison qui fait que rien n'est jamais figé, c'est qu'au fond, les sociétés bougent. C'est une grande banalité de le dire, mais le fait que les sociétés bougent nécessite
conduit le statisticien, le sociologue, l'économiste à réviser régulièrement ces catégories de pensée, les catégories par lesquelles il va appréhender le monde. D'accord ? Les manières d'être en société, le chemin qui mène de la formation à l'emploi est aujourd'hui bien différent de ce qu'il a pu être dans les années 50. Il est évidemment bien différent de ce qu'il a pu être au début du XXe ou au XIXe siècle. Donc, les mécanismes sociaux changent. Donc, les catégories et les statistiques, donc les chiffres que nous utilisons pour analyser ces situations, mécaniquement doivent changer. Et puis la troisième raison à laquelle on ne pense pas, parce que les deux premières raisons, l'idée que les statistiques sont des conventions, bon, on le sait, en tout cas ceux qui ont réfléchi à ces questions le savent bien, le fait que les sociétés bougent et donc il faut réviser nos manières de les penser, c'est aussi quelque chose qui paraît d'une grande banalité. Le troisième élément, qui est peut-être un peu plus compliqué, sur lequel, si vous permettez Fabrice, je vais m'arrêter peut-être un peu plus longuement, c'est l'idée que quand on met les statistiques en société, on les met en ordre aussi. C'est-à-dire qu'on les rend quantifiables, on les rend mesurables. On fera tout pour les rendre mesurables. À partir du moment où, par exemple, on conçoit une idée, la catégorie de chômeurs, ça veut dire qu'il va falloir savoir si, par exemple, c'est pas un exemple que je faisais au hasard, c'est vraiment un débat qui a eu lieu, enfin un débat, une discussion ou des éléments de réflexion qui ont eu cours au XIXe siècle. Est-ce que, par exemple, les vagabonds, ce qu'on appellerait aujourd'hui les SDF, vont être des chômeurs? Est-ce que ceux qui exercent des métiers illégaux, trafiquants, prostituées, etc., sont aussi des chômeurs? C'est des questions vives qui se posent au XIXe siècle. Donc, à partir du moment où on conçoit une notion telle que la notion de chômage, chômeur, la catégorie de chômeurs, eh bien, on met aussi en ordre la société. C'est-à-dire qu'on va faire passer des frontières entre celui ou celle qui est chômeur et celui ou celle qui ne l'est pas. Et donc, on va aussi façonner, on va fabriquer, au fond, tout un tas de dispositifs pour identifier les individus, pour les cataloguer, pour les étiqueter. Et donc, on va aussi fabriquer le social. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va mettre en ordre le social. Cette expression, cette idée, selon laquelle, quand on produit des chiffres, on n'est pas simplement dans une activité passive qui consiste à, au fond, dire, ben voilà, je regarde une situation et puis je compte les feuilles de ma plante, ou je compte les arbres qui sont dans ma forêt, ou je compte les individus qui sont devant moi. Ce n'est pas une activité seulement passive, c'est une activité aussi qui, finalement, va peser sur les arbres, sur les feuilles et sur les individus, puisque ça va peser sur la manière de penser, d'organiser et d'agir sur le social. Alors, si vous permettez, Fabrice, et s'il nous reste un peu de temps, je voudrais ici souligner un aspect, et ça me permettra de revenir au premier point que j'ai souligné. Cet aspect, c'est l'idée selon laquelle, je vais essayer de tordre le cou une fois de plus à l'idée selon laquelle les statistiques sociales, les statistiques en général, les statistiques que l'on produit pour comprendre les phénomènes sociaux, économiques, démographiques, les phénomènes de société dans leur ensemble, effectivement mettent en ordre le social, mais que les autres mesures, ce ne serait pas le cas. Donc au fond, celui qui est le garde forestier ou le sylviculteur qui exploite sa forêt, eh bien, il a une activité de comptage de ses arbres qui n'a rien à voir avec l'activité de comptage du sociologue ou de l'économiste lorsque celui-ci compte ses chômeurs. On a l'impression que d'un côté, il y a le sociologue et l'économiste qui vont inventer une notion pour compter des individus, mais que donc, en inventant cette notion, ils vont transformer le social. Et puis, de notre côté, il y a un sylviculteur qui, lui, ne fait que de manière passive, pour reprendre l'expression que j'utilisais, de manière passive, va compter les arbres et va se dire, ben voilà, ma richesse, ma plantation, la hauteur de mes arbres est telle que je vais pouvoir, de cette manière, pouvoir commencer à en couper un certain nombre ou envisager une reforestation de telle ou telle parcelle de terrain. Donc, on a l'impression qu'il y a d'un côté le sociologue et l'économiste qui ont une activité active, une position active et constructiviste. Ils vont construire la société en même temps qu'ils la comptent. Et en revanche, de l'autre côté, le biologiste, le sylviculteur, le physicien, notamment on reprend l'exemple du sylviculteur, qui est un bon exemple, je trouve, lui, il est dans une activité passive. En fait, il faut relativiser cette distinction, et c'est le point sur lequel je voudrais venir, il faut relativiser très fortement cette distinction, parce qu'au fond, le sylviculteur, quand il va compter ses arbres, on s'aperçoit aussi, il y a des travaux très intéressants d'anthropologues, d'historiens sur ces questions-là, on s'aperçoit aussi qu'il va finalement façonner la forêt à sa manière.
C'est-à-dire qu'il va planter les arbres d'une certaine manière, il va les aligner de cette manière pour qu'ils soient facilement comptables, il va pouvoir éventuellement exploiter les essences d'arbres qui vont avoir le meilleur rendement, donc il va non seulement compter, mais il va aussi fabriquer une forêt à la mesure de ce qu'il veut compter pour la rendre plus comptable au fond, hein, pour reprendre cette expression peut-être un peu réductrice. Donc, que ce soit le sociologue, l'économiste ou que ce soit le sylviculteur, les uns comme les autres fabriquent un monde qu'ils rendent comptable, qu'ils rendent chiffrable, qu'ils rendent quantifiable. Et donc, ils pèsent sur ce monde. D'accord ? Et ce n'est pas simplement la transformation qu'opère le sociologue économiste, c'est aussi la transformation qu'opèrent les biologistes, les apiculteurs, les sylviculteurs, etc. Rendre le monde transformable pour rendre le monde comptable, c'est donc le transformer. Alors, un grand merci. Votre développement amène énormément de perspectives. Je pense notamment à cet écho que en mon esprit, votre développement produit avec cette citation d'Hannah Arendt que Michel Lusso avait rappelé lors d'une de ses introductions, dans l'introduction, je crois, de son cours de l'année dernière, qui renvoyait au fait, à l'image très poétique que lorsque la mesure advient, le rêve, d'une certaine manière, l'imaginaire s'efface. Et donc, effectivement, il y a cette idée que la mise en mesure organise une mise en ordre qui prive d'une partie de l'imaginaire. Alors, il y a une autre chose dont je veux me saisir pour prolonger notre échange, c'est que la dynamique que vous évoquez, vous la prolongez dans votre histoire, dans votre première partie de cet ouvrage, donc pour déconstruire cet empire du chiffre qui nous concerne aujourd'hui. Et donc, après cette période du 19e siècle, vous abordez évidemment la période contemporaine, et donc vous terminez cette partie historique avec des développements extrêmement intéressants sur les quantifications qui concernent les individus, et donc cette façon dont les chiffres aujourd'hui, loin d'être que des chiffres de scientifiques, accaparent aussi le quotidien, l'intime de chacune et de chacun, pilotant aussi bien les vies professionnelles. Non pas qu'il faille s'en réjouir, d'une certaine manière on peut comprendre que l'espace professionnel soit plus policé que l'espace privé, mais les vies personnelles également. La quantification qui advient aujourd'hui concerne nos faits et gestes, y compris de l'intime. Et donc, là-dessus, vous ouvrez sur une perspective extrêmement riche. Là-dessus, si vous souhaitiez dire quelques mots, j'aurais une dernière question sur la partie historique avant qu'on passe à la deuxième partie de l'ouvrage. Quelques mots, en fait, c'est juste pousser un peu plus loin l'argument que je viens d'annoncer, c'est-à-dire que à partir du moment où on se quante soi-même, à partir du moment où on a des activités de quantification de soi, le quanti-self, qui est un mouvement à la fois de développement technologique, qui est un moment aussi un mouvement politique, qui prend ses racines dans la Californie, évidemment, du début du 21e siècle. À partir du moment où on se quantifie soi-même, à partir du moment où on porte des montres qui vont compter le nombre de pas, mon rythme cardiaque, un certain nombre d'activités, mon temps de sommeil, etc. Eh bien, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'on se met en ordre aussi, c'est-à-dire qu'on se façonne. On n'est pas simplement dans une activité, une fois de plus, passive, où je constaterai un état du monde et puis j'en tirerai une connaissance de moi-même. On est aussi dans une activité, dans une position, dans une posture active, où on se fabrique soi-même. C'est-à-dire qu'on va, de cette manière, ces chiffres vont nous gouverner, pour reprendre la question centrale que vous évoquiez en préambule. Ces chiffres vont nous gouverner, c'est-à-dire qu'ils vont gouverner ma manière peut-être de faire du sport, ils vont gouverner ma manière de dormir, ou en tout cas de prendre soin de mon sommeil, ils vont gouverner ma manière peut-être de me forcer à sortir pour faire mes fameux 10 000 pas par jour, ils vont éventuellement gouverner ma manière de manger. Donc, on peut avoir une lecture très positive de cela en disant c'est très bien parce que si j'améliore mon temps de sommeil, si j'améliore mon alimentation, si j'améliore mon activité physique, bien sûr que je vais
mieux vivre pendant plus longtemps et dans des conditions certainement corporelles plus agréables. Bon. Mais c'est aussi, il faut bien le voir, une manière de nous fabriquer, c'est-à-dire une manière de façonner ce que nous sommes. Hein. Et on revient à ce que je disais préalablement, avant de vous redonner la parole, Fabrice, hein, c'est l'idée que ces chiffres, c'est pas simplement les chiffres, le chiffrage, quel qu'il soit, pour les sociétés, vous l'avez très bien dit et je l'ai commenté, pour la sylviculture, j'en ai cet exemple, mais c'est le cas aussi, mais il faut bien voir que c'est aussi le cas pour nous-mêmes. Dans le cas professionnel, je ne reprends pas ce que vous avez dit, mais c'est parfaitement exact, mais dans le cas, disons, de vie plus privée, une vie plus intime, une vie plus individuelle, c'est évidemment le cas. Les chiffres nous façonnent, nous gouvernent peut-être, mais dans le cas, ils nous façonnent incontestablement. La formule est très belle et très inquiétante aussi. Les chiffres nous façonnent. Vous évoquez l'activité du sylviculteur et là-dessus, du coup, ou du gestionnaire de la forêt. Et donc, je me permets de dire aux auditeurs qui préoccupés par les questions de l'anthropocène, qui est quand même le fil conducteur de la semaine, que aujourd'hui, la séance que nous consacrons à cette gouvernance par les chiffres a délibérément choisi une perspective transversale et large, donc pas seulement adaptée aux questions de l'anthropocène, aux questions environnementales qui aujourd'hui nous assaillent et qui nous obligent, mais le séminaire quantification, métropolisation de l'école urbaine, qui se développera donc tout au long de l'année 2021, aura l'occasion d'apporter des prolongements aux perspectives que vous venez d'ouvrir, Olivier. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, je pense notamment à nos collègues locaux, Aurélien Bouteau et Natacha Gondran, qui sont de brillants jeunes chercheurs qui s'intéressent à la quantification du monde environnementale ou de la bascule anthropocène qu'il nous faut opérer. Et donc, pour le coup, leurs travaux s'inscrivent dans la droite perspective, le parfait prolongement de ce que vous venez de suggérer. Et donc, eux s'interrogent justement à la manière dont nous pouvons penser des chiffres capables de reformater le monde dans la perspective que nous souhaitons, c'est-à-dire où l'écosystème n'est plus pillé et en perspective de destruction, mais où l'écosystème serait pris comme le premier des patrimoines qu'il nous faut non seulement préserver, mais si possible développer. Donc merci Olivier pour tous ces développements. Alors votre ouvrage est organisé en deux grandes parties. Il y a cette première partie qu'on vient de parcourir évidemment trop rapidement en préparant avec vous cet entretien rapide. On avait bien à l'esprit l'un et l'autre que nous allions ne faire qu'effleurer les sujets, mais c'est le jeu du format qui permet aussi l'élargissement des discussions. Alors la deuxième partie de l'ouvrage, d'une certaine manière, aborde plus directement cette question par laquelle je vous proposais initialement d'entrer, que vous réévoquiez à l'instant, le gouvernement par les chiffres. Les chiffres nous gouvernent-ils ? Ou qui gouverne derrière les chiffres ? En tout cas, cette question de dire, au-delà de l'histoire, de la dynamique de fabrication de cet empire des chiffres que vous décrivez, comment cette gouvernance, comment cette domination des chiffres opère-t-elle aujourd'hui ? Alors, vous organisez dans votre deuxième partie de l'ouvrage une analyse précise d'un certain nombre de dimensions qui caractérisent cet empire. Je vous propose d'y revenir en préambule de cette deuxième partie de la discussion. Vous avez déjà évoqué l'une des caractéristiques de ces chiffres en évoquant la mémoire de mon cher Alain Desrosières. Je vous propose du coup de revenir sur les caractéristiques principales qui organisent le gouvernement par les chiffres. Alors, oui, premièrement, il faut une fois de plus rendre hommage à Alain Desrosières. Tout chiffre, et c'est là aussi où il faut bien... je reviens à cette idée parce que c'est finalement le leitmotiv de cet ouvrage, c'est peut-être le leitmotiv de notre discussion ce matin, hein, c'est l'idée que fabriquer un chiffre, ce n'est pas une activité passive, c'est une activité très active, très constructive. Alors le mot est mal choisi, mais ça part d'une volonté. Bon.
Alors, quels sont les trois ingrédients, finalement, de tout chiffre? Alors, on pense que, grâce à Alain Desrosières, que les chiffres reposent sur des conventions. C'est vrai, il y a toujours une activité de convention, mais Alain Desrosières, finalement, pour le citer une nouvelle fois, hein, avait fait cette démonstration sur, on va dire, les statistiques sociales et économiques, hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, j'essaie de pousser un petit peu plus loin, hein, cette idée, en disant qu'il n'y a pas que les statistiques économiques et sociales, hein, qui font l'objet de conventions, hein. Il faut, pour mesurer une longueur, il faut pour mesurer une surface, il faut pour mesurer le temps, il faut des conventions, il faut des accords sociaux sur ce qu'on appelle une surface, un temps, une mesure, etc. Donc, l'histoire, par exemple, du système métrique, hein, développé au moment de la Révolution française et de la Première République, est tout à fait emblématique, hein. Il y a des emblèmes comme ça, hein. J'évoquais tout à l'heure l'heure universelle en France, l'heure nationale en 1891. Un siècle avant, 1792, 93, 94, hein, eh bien, c'est l'instauration du système métrique, c'est l'instauration d'un dispositif, d'une convention qui va permettre de mesurer toutes les longueurs, toutes les surfaces, tous les volumes et tous les poids. Bon, système dans lequel nous avons tous grandi, qui nous paraît d'une telle évidence qu'on pense qu'il est totalement naturel. Non, c'est un construit social. Ça, c'est le premier point. Donc, que ce soit dans les statistiques sociales, que ce soit dans, on va dire, le système métrique, que ce soit dans la mesure du temps, il y a une dimension conventionnelle, disons une dimension arbitraire et sociale, construite par le social. Ça, c'est le premier point. Le second point, sur lequel je serai peu bavard, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus ce matin, mais il faut quand même le citer, c'est l'idée que tout dispositif, toute pratique de mesure, toute pratique de quantification repose aussi sur des techniques, sur des outils. Je ne peux pas mesurer la longueur de cette salle ou la hauteur de cette salle sans un mètre. Je ne peux pas mesurer le nombre de chômeurs dans l'agglomération de Lyon sans un dispositif avec des enquêteurs, avec un dispositif d'enregistrement informatique ou papier, peu importe, hein, sans des capteurs qui vont éventuellement mesurer des choses à droite, à gauche. Donc, toute mesure repose sur des techniques, sur des dispositifs techniques, alors que ce soit des techniques matérielles, hein, comme un mètre, ou immatérielles, comme par exemple un logiciel ou un calcul. Bon. Donc, ça, c'est la deuxième dimension, hein. Après la convention, un chiffre, c'est aussi fait de techniques, de dispositifs techniques. Et puis le troisième point, c'est le point qui nous intéresse le plus et c'est le point sur lequel nous sommes certainement amenés dans les minutes qui nous restent à prolonger la discussion, c'est le pouvoir. Tout chiffre est porté aussi par un pouvoir. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un qui est soit en position de définir la convention. Quand je dis quelqu'un, ce n'est pas forcément un individu, bien sûr, ça peut être un collectif, ça peut être une nation, ça peut être un groupe, ça peut être une communauté. Donc il y a toujours, disons, une entité sociale, un groupe social, un individu social, hein, qui a le pouvoir de définir la convention, qui a le pouvoir de maîtriser l'outil, de le concevoir et d'en faire usage, et puis le pouvoir de diffuser, d'énoncer et de diffuser ce chiffre. Il y a toujours du pouvoir, hein. Là aussi, ça renforce une fois de plus l'idée ceux qui suivent ces discussions depuis ce matin vont trouver que je me répète beaucoup, mais c'est vraiment le clou que je voudrais enfoncer jusqu'au bout, hein. Pardonnez-moi de me répéter peut-être une nouvelle fois, hein. C'est l'idée qu'une activité de quantification, c'est une activité volontaire, active, et donc c'est aussi l'exercice d'un pouvoir qui est en jeu à chacune de ces activités de quantification. Il y a un pouvoir. Le pouvoir je donnais un exemple, juste avant de vous repasser la parole, Fabrice, hein. Par exemple, on va prendre l'exemple du temps, qui est un exemple que j'ai finalement pas beaucoup illustré, hein. Il y a, grâce à un bel ouvrage d'Alain Corbin, historien que beaucoup d'entre nous connaissons, un ouvrage qui s'appelle « Les cloches de la Terre » et qui montre bien que la maîtrise du temps, alors pour être plus précis, la maîtrise des cloches, donc la maîtrise de qui va pouvoir faire sonner les cloches. Est-ce que c'est le curé qui va continuer à avoir cette prérogative ou est-ce que c'est, à la suite de la Révolution française, le maire du village ou de la ville qui va avoir le droit de faire sonner les cloches? Qui a le pouvoir de rythmer la vie des gens? Qui a le pouvoir de dire il faut aller au travail? Qui a le pouvoir de dire il faut aller à la messe? Qui a le pouvoir de dire c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous? Qui a ce pouvoir-là? C'est un enjeu de lutte considérable. Ça fait l'objet de ce bel ouvrage, Les cloches de la Terre, que j'évoquais à l'instant d'Alain Corbin, mais il y a beaucoup d'autres travaux, hein, sur les enjeux autour de la mesure du temps ou sur les enjeux autour du rythme qu'on impose. Et donc, derrière ces rythmes,
On peut y voir simplement le cycle du Soleil par rapport à la Terre, ou de la Terre par rapport au Soleil. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont nocturnes et beaucoup d'activités qui se déroulent durant une journée. Et comment va-t-on rythmer cela ? Eh bien, celui qui a le pouvoir de rythmer, celui qui a le pouvoir de faire sonner les cloches, celui qui a le pouvoir de dire c'est fini ou ça commence, eh bien, c'est celui qui a donc le pouvoir de quantifier ou de rythmer le temps. Il a un pouvoir colossal. Je vais prendre un deuxième exemple, toujours à propos du temps, et puis je vous promets, après, je vous rends la parole, Fabrice. Non, mais Olivier, c'est vous qui êtes invité, et c'est à vous que revient la parole. Donc, vous avez tout le temps. Et en plus, on tient parfaitement notre timing. Donc, vous prenez tout le temps qu'il faut pour développer cet argument passionnant. Merci Fabrice. Le deuxième exemple, toujours à propos du pouvoir caché derrière des mesures qui paraissent pourtant d'une grande évidence, la mesure du temps, on a l'impression que quelque chose qui s'impose à tout le monde, et donc en dehors de celui qui va me vendre ma montre, finalement il y a très très peu de marge de liberté. Mais il faut, pour voir à quel point le pouvoir est caché derrière tout cela, il faut par exemple remonter à une époque pas si lointaine que ça, qu'on a déjà évoquée, une époque riche en transformation, le 19e siècle. Au 19e siècle, à partir du moment où les horloges s'installent de manière massive dans les ateliers, dans les usines, à partir du moment aussi où des dispositifs individuels de mesure du temps, des montres, vont commencer à se répandre, vont commencer à être un peu accessibles, y compris aux ouvriers. Alors, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas au début du 19e siècle, mais ça finit par se diffuser. Eh bien, qui a le contrôle du temps ? Qui va dire l'heure exacte, c'est l'heure de votre montre ou c'est l'heure de l'horloge qui est au milieu de l'usine ? Est-ce que c'est l'heure du curé qui va faire sonner la cloche, l'heure du patron qui règle l'horloge de son usine, ou l'heure de l'ouvrier qui a la chance d'avoir une montre soit à son poignet, soit dans sa poche, parce qu'évidemment, ce sont d'abord des montres à gousset. Qui a le pouvoir ? Eh bien, il y a des disputes, des combats au 19e siècle pour savoir qui va avoir le pouvoir. Et il y a, par exemple, dans des usines, des situations où les ouvriers n'ont pas le droit d'avoir leur propre instrument de mesure du temps. Pour la bonne et simple raison que le patron, le chef, le patron, le directeur d'entreprise ou le chef d'atelier veut avoir la maîtrise du temps, et donc il est le seul à pouvoir dire voilà l'heure exacte, c'est celle qui est affichée sur l'horloge de l'atelier, et donc vous allez commencer à travailler ou vous allez bientôt pouvoir faire votre pause, etc. Les ouvriers n'ont pas le droit d'avoir leur propre instrument de mesure du temps, ce qui nous paraît aujourd'hui totalement saugrenu. C'est saugrenu et effectivement ce sera ridicule parce que toutes les horloges sont parfaitement synchronisées aujourd'hui. Mais à un moment où les horloges ne sont pas tellement synchronisées, où leur précision est peut-être pas complète, eh bien le patron préfère avoir le contrôle de la mesure du temps plutôt que de le céder aux ouvriers qui pourraient de cette manière se jouer là-dessus pour travailler un peu moins ou que sais-je. Alors, les trois points communs que vous proposez pour analyser ce qui fabrique l'empire des chiffres, donc je les rappelle, donc la convention, pour commencer à quantifier, on se met d'abord d'accord sur ce que l'on quantifie et comment on va quantifier. Donc il y a cette activité de conventionnement qui est nécessaire. Vous évoquiez en second point les techniques, les instruments qui permettent cette mesure ou cette quantification. Et puis donc, ce troisième élément sur lequel vous reveniez à l'instant, c'est le pouvoir, la volonté qui est derrière l'action, pour reprendre vos termes, de quantification du monde. Ces trois éléments me semblent très utiles. Je me permets là encore de remettre les choses, cette discussion en perspective du séminaire qui viendra tout au long de l'année. C'est que sur ces questions d'anthropocène, la quantification de ce qui qualifie l'anthropocène est au cœur des enjeux. Lorsque cette école a ouvert il y a un peu plus de 3 ans maintenant, c'était en 2017 en tout cas, je me souviens très vite, Michel Lussot a invité Catherine Larère, qui s'intéresse de longue date à ces questions de l'anthropocène, et dans sa conférence, elle avait d'emblée installé la perspective de l'enjeu de quantification. Et elle expliquait que les géomètres qui s'interrogeaient sur la nécessité de nous faire basculer dans une ère nouvelle
donc Anthropocène, pour quitter l'Holocène, s'interrogeaient sur, au-delà de la possibilité de cette bascule, sur la capacité qu'ils auraient à quantifier les transformations qui imposent cette prise en considération que nous changerions, nous aurions changé d'ère et que la nouvelle ère serait caractérisable par un certain nombre de données objectives. Et donc, derrière cette activité qui est en train de se développer, donc finalement, l'acceptation de la bascule vers l'Anthropocène est assez récente, je crois que c'est 2016, et aujourd'hui, les géomètres, les géologues, se soucient de comment est-ce qu'ils peuvent suivre les transformations géologiques liées à cette nouvelle ère. Et donc, ces activités que vous dites, conventionnement, technique de mesure, pouvoir de la décision derrière les quantifications sont évidemment au cœur des enjeux qui intéressent nos questions sur l'Anthropocène. Alors, je bascule sur l'avant-dernière question. J'évoquais en introduction le fait que Alain Supiot, il y a quelques années, avait fait grand bruit avec la publication de son ouvrage sur la gouvernance par les nombres, dans laquelle il proposait, je le rappelais, que les chiffres seraient aujourd'hui en train de prendre le pouvoir dans les sociétés et seraient plus forts que les lois. Et du coup, et lorsque j'ai reçu votre ouvrage s'intitulant « L'Empire des chiffres », j'ai évidemment tout de suite pensé à l'écho que produisait ce titre à l'hypothèse formulée il y a quelques années par Alain Supiot. Alors, évidemment, en vous faisant venir à Lyon, je vous avais prévenu que je ne me priverai pas de vous demander ce que vous pensez donc de cette hypothèse d'Alain Supiot. Sommes-nous aujourd'hui pilotés par les chiffres d'une manière qui nous prive de cette capacité démocratique imaginée jadis pour que le peuple soit l'autorité qui fabrique la loi, qui prenne en main son destin. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, les chiffres nous privent de cet exercice démocratique du pouvoir ? Alors, question immense par, disons, on va dire le sérieux, enfin dire l'ampleur. Cette question est centrale. Voilà. Pour dire les choses autrement, cette question est centrale. Et ma réponse sera prudente. Alors, elle est prudente, premièrement, parce que je ne suis pas un spécialiste du droit. Donc, le recul du droit que souligne Alain Supiot, je suis incapable, disons, de l'étayer ou de le critiquer. En revanche, il y a un point sur lequel je pense qu'Alain Supiot met le doigt de manière juste. Il y a un point que je partage avec lui, c'est l'idée qu'au fond, je tords peut-être son propos, mais moi je retiens de son propos la chose suivante. C'est qu'au fond, quand on bascule d'une conception, disons, construite du droit à une conception imposée par le chiffre, eh bien, on prend trop au sérieux, et c'est, je pense, là qu'il faut se battre le plus fermement, on prend trop au sérieux l'idée que les chiffres nous seraient imposés. Et donc, il y a bien quelqu'un qui nous les impose, il y a bien un pouvoir qui nous impose, il y a bien une convention qui est cachée derrière. Je reprends tout bêtement ce que nous venons de dire, c'est que tout chiffre est le fruit d'une convention, d'une technique, bon, nous passons, mais d'un pouvoir. Convention, pouvoir et technique sont essentiels. Donc, si on fait trop confiance aux chiffres, c'est qu'on ne sait pas assez, on n'a pas assez pris la mesure du fait qu'il y avait du pouvoir derrière, et il y avait des conventions et puis des dispositifs techniques. Et donc, de cette manière, on pourrait rendre le chiffre plus démocratique, on pourrait rendre, de cette manière, peut-être le chiffre plus proche de ce que je crois comprendre dans le propos d'Alain Supiot au propos du droit, à condition qu'on ne voit pas le chiffre comme une donnée naturelle dont on ne ferait que hériter et puis avec lesquelles il faudrait vivre, mais une donnée qui est aussi
fruit de notre action. Je reviens à cette idée qu'il faut être actif pour produire du chiffre. On n'est pas dans une position passive quand on produit des chiffres, donc il faut être très actif. Donc revenons à cette idée que le chiffre est le produit de nos actions, de nos décisions, de nos choix, et mettons les choix sur la place publique, mettons les choix dans l'espace démocratique, mettons les choix au Parlement. Il y a aujourd'hui, et là c'est une banalité de le dire, des dizaines de chiffres alors, qui circulent sur le Covid, mais aussi sur tous les sujets. Rares, extrêmement rares, sont les discussions techniques de ces chiffres qui sont à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ça ne rentre quasiment jamais dans les débats. Or, c'est à mon avis un point qui serait essentiel, c'est de remettre au cœur de la discussion démocratique, au cœur de la discussion politique, reprendre conscience que le chiffre est politique. Ce n'est pas péjoratif de dire cela, c'est dire que le chiffre est aussi le produit de nos actions, de notre manière de penser. Et du coup, si on rajoute ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le chiffre, c'est aussi une mise en ordre du monde, eh bien, le chiffre est aussi... La discussion qu'on doit avoir, c'est dans quel ordre veut-on construire notre monde ? Quel ordre veut-on imposer à ce monde ? Et en fonction de l'ordre qu'on va imposer à ce monde, eh bien, on construit des chiffres tout à fait différents. D'accord ? C'est le cas sur la question de l'endettement, c'est le cas sur la question du PIB. Enfin là, Fabrice, vous connaissez comme moi toutes ces discussions autour de la manière dont on peut mesurer la richesse ou l'épanouissement ou le bien-être d'une société. C'est des choses très compliquées. C'est vrai pour les chiffres socio-économiques, c'est vrai pour tous les autres chiffres. Donc, pour résumer, et pour essayer de répondre à votre question très importante, mais sur lesquelles je n'ai pas tous les éléments de réponse, parce qu'une fois de plus, je ne suis pas un spécialiste du droit. Je pense qu'Alain Supiot met le doigt sur un point très important, c'est que oui, les chiffres ne sont pas assez discutés démocratiquement. Ils ne sont pas suffisamment l'objet de disputes. Alors, si, il y a des disputes d'experts dans des revues savantes, et encore, pas tout le temps. On a tendance à prendre les chiffres un peu trop pour argent comptant, nous citoyens, nous experts, nous sociologues, démographes, etc., même si ça fait partie de nos lots quotidiens de fabriquer des chiffres, on a un peu tendance à les prendre un peu trop au sérieux, je trouve, et pas les mettre suffisamment sur, on va dire, l'espace de la discussion démocratique, publique, politique. Alors j'entends parfaitement votre prudence et je loue votre modestie, mais néanmoins, vous dites quand même, enfin, vous suggérez quand même que il y a manière aujourd'hui d'être assez critique sur le cours des choses quand même. Donc malgré les réserves que vous spécifiez sur le fait que vous n'êtes pas un spécialiste de la loi et qu'il faudrait regarder les choses de près, vous tissez, vous offrez des perspectives quand même qui amènent à la critique. Alors, Alain Supiot était, dans son ouvrage « La gouvernance par les nombres », était très orienté sur le chiffre financier qui gouverne aujourd'hui les sociétés, que vous venez d'évoquer. Donc, son idée, effectivement, c'était que les normes du marché, les normes industrielles, et donc les organismes, les institutions de régulation des marchés, des places financières ou des produits industriels ont pris une place qui aujourd'hui devient supérieure aux productions législatives issues des parlements des pays démocratiques. Et donc, il prenait notamment l'exemple de la norme comptable qui a fait déjà l'objet d'une discussion dans ce séminaire quantification, métropolisation et anthropocène ici à Lyon, norme comptable internationale qui aujourd'hui est confiée à un organisme international de droit privé et auquel l'Union européenne, par exemple, a décidé de confier l'établissement de ces normes comptables. Donc le pouvoir politique, effectivement, c'est de lui-même placé. Alors là, avec la perspective que vous venez d'ouvrir, on peut alimenter cette hypothèse formulée par Alain Supiot en 2014 dans la crise sanitaire à laquelle nous devons faire face. Vous venez de suggérer les choses. Les chiffres statistiques épidémiologiques par lesquels nous commencions, aujourd'hui, sont débattus par qui ? Un conseil scientifique a été installé, dont régulièrement on entend les responsables sur les plateaux de télévision, mais ces chiffres-là, pour reprendre vos termes, cette volonté qui a ces pouvoirs qui se cachent derrière ces chiffres qui nous sont aujourd'hui apportés, présentés comme
non discutables ne sont pas mises en débat aujourd'hui de manière démocratique. Je vous emmène là vers un sujet vers lequel vous n'avez peut-être pas envie d'aller, mais je pense que c'est important qu'on se saisisse quand même de cette occasion qui nous est donnée aujourd'hui de nous exprimer pour alimenter la discussion. Alors, les questions des spectateurs commencent à arriver, donc on va les prendre, je pense, mais juste un petit point. Oui, bien sûr que ces chiffres sont insuffisamment discutés, et bien sûr que, vous l'avez vu comme moi, des parlementaires s'en offusquent. C'est-à-dire que le débat démocratique, alors sur la manière de gérer la crise, la pandémie ou la crise sanitaire aujourd'hui que nous traversons, mais plus techniquement, les discussions sur les bons chiffres, les bonnes évaluations, la manière dont il faudrait pouvoir ou pas ouvrir les écoles, dans quelles conditions, ouvrir les universités, dans quelles conditions, tout ça, ça se fait de manière très opaque. Et il n'y a pas de discussion au Parlement sur ces critères-là, sur ces chiffres-là, sur la manière de compter. Donc là, je pense qu'on aura ici une très belle occasion, puisque c'est un sujet qui intéresse tout le monde, qui intéresse tous les aspects de la société, ça intéresse tous les ministères, aussi bien celui de l'enseignement supérieur, celui de l'école, celui de l'industrie, celui du commerce, etc. Enfin, tous les ministères sont évidemment, toute la société est concernée, tous les ministères sont concernés. Les parlements devraient être saisis de ces questions. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas suffisamment. Quels sont les bons critères? À partir de quel seuil on va reconfiner? Quels sont les critères du reconfinement? Est-ce que vous avez vu passer dans la presse ou dans les débats et qui sont restitués dans la presse, est-ce que vous avez vu passer des discussions sur à partir de quels critères nous allons reconfiner ou déconfiner, nous allons appliquer telle ou telle mesure? Non, il n'y a pas de discussion. Or, ces décisions sont en partie prises sur des chiffres. Mais ces chiffres, ils ne sont pas discutés. Ils ne sont pas mis sur la place. Alors, donc effectivement, on est à une petite dizaine de minutes de la fin de notre échange, et donc les questions donc des auditeurs vont nous parvenir. Donc, on peut les prendre les unes après les autres. Alors, on a déjà beaucoup dit de choses. Alors, il y a forcément, quand on ouvre la discussion, des moments où peut-être on a l'impression de la redite, mais je pense que c'est intéressant de dire différemment les choses, parce qu'on voit bien que sur ces sujets délicats, la parole a besoin de circuler pour que la clarté dans les esprits se fasse. Donc une première question était, dans la suite de ma provocation sur l'ouvrage d'Alain Supiot, finalement, quel est l'éclairage différent que vous proposez sur ce pouvoir des chiffres par rapport à l'ouvrage d'Alain Supiot? Alors, il y a deux différences. Enfin, on pourrait considérer que ces deux différences convergent vers une seule grande différence. Ce que j'essaye de faire dans l'Empire des chiffres, c'est de ne pas me satisfaire ou pas me contenter, ou en tout cas d'avoir l'ambition de ne pas parler uniquement des chiffres statistiques, économiques et sociaux et démographiques tels qu'Alain Supiot, tel qu'Alain Desrosières en parle de manière très intelligente, mais d'embrasser plus large, c'est-à-dire d'embrasser aussi les chiffres qui comptent le temps, aussi les chiffres qui comptent les biens, les marchandises, les poids, les longueurs, les surfaces, les volumes, les mesures des scientifiques, la température. Par exemple, la température est un bon exemple. On n'a pas le temps de développer ici, mais la température est un bon exemple parce que c'est à la fois quelque chose que l'on connaît bien, qui nous est familier, avec lequel aujourd'hui nous agissons. C'est quelque chose qui nous gouverne d'une certaine manière parce que le matin, nous allons regarder la température. Nous avons tout un tas de dispositifs qui nous transmettent cette température, qui nous mesurent ou qui transmettent directement la température. Et puis, en fonction de ça, on va décider la manière dont on s'habiller, la manière dont on va éventuellement aller au travail à vélo, à pied, en voiture, ou prendre les transports en commun. Enfin, il y a tout un tas de décisions qui sont faites à l'échelle de cette température. Mais comment est-ce que cette température est venue s'imposer à nous, à la fois dans les communautés scientifiques et dans les communautés plus profanes, disons, pour reprendre l'expression que j'utilisais tout à l'heure. Voilà, donc j'embrasse plus large du point de vue pour répondre à cette question. Alain Supiot se concentre beaucoup sur les chiffres, on va dire statistiques, les chiffres socio-économiques au sens large. Moi, j'essaie d'embrasser plus large et d'embrasser tous les chiffres, toutes les formes de chiffrage au fond, que ce soit la température, le temps, la durée et les surfaces et les volumes. Puis, si je peux me permettre, puisque donc on avait
il y a un an, invité le professeur Suppiot à venir discuter à l'école urbaine de Lyon de son travail. Puis malheureusement, une difficulté de dernière minute l'avait empêché. Mais on s'est promis de reproduire l'invitation dès que possible. Et donc, son ouvrage avait cette aspiration à engager une discussion très provocatrice, qui a d'ailleurs nourri beaucoup de débats. Et c'est vrai que la perspective, votre empire des chiffres, a une perspective dans laquelle vous tracer des perspectives d'explication sans chercher forcément à lancer une hypothèse provocatrice sur la manière dont les chiffres aujourd'hui auraient pris une place nouvelle. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, pour répondre à notre auditeur, je vois bien deux perspectives parfaitement différentes. Donc, là, c'est pour ça qu'en ce titre-là, la comparaison entre les ouvrages me semble, Olivier, inutile. Moi, je pense qu'il faut prendre les ouvrages dans leur singularité et donc ne pas chercher à les comparer. Du coup, je vous voyais, vouloir répondre à cette différence que je faisais de ces deux ouvrages. Je pense que, effectivement, sans comparer, mais c'est vrai que l'ambition, disons, de l'ouvrage, de mon ouvrage par rapport à d'autres ouvrages, c'est pas une ambition, disons, de théorisation générale. Mais en revanche, il y a une incitation. Je pense que mon ouvrage, la conclusion de mon ouvrage, en tout cas, les choses qui me tiennent le plus à cœur, le message que je voudrais important, qui me paraît important en tout cas, je voudrais transmettre, c'est le message sur lequel il faut se ressaisir des chiffres. Il faut, d'une certaine manière, arrêter de considérer qu'ils nous sont donnés par la nature, par un état du monde, etc., dont on serait simplement les héritiers. Nous sommes aussi producteurs de ces chiffres. Nous les façonnons et nous façonnons notre monde à la lumière de ce que nous mettons dans les chiffres. D'accord ? Donc, il faut se ressaisir des chiffres. Moi, je suis, par exemple, très, très content que vous ayez ici ce séminaire sur la quantification, parce que je pense que c'est quelque chose qui est trop rare ou pas assez diffusé à la fois dans l'espace universitaire, mais bien au-delà, c'est dans l'espace des universités populaires, mais aussi bien au-delà dans l'espace médiatique. Les chiffres, il faut pouvoir s'en ressaisir, il faut pouvoir les repenser, il faut pouvoir en mesurer que chaque citoyen, chaque individu, chaque chercheur bien sûr, mais chaque individu puisse s'en ressaisir pour en mesurer ce qu'on évoquait tout à l'heure, le caractère conventionnel, le caractère, la dimension liée à un pouvoir, et puis quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est toute la performativité des chiffres. J'ai eu le temps d'aborder à travers mon exemple sur la civiculture, c'est toute la capacité des chiffres à fabriquer notre monde. Alors du coup, on peut peut-être répondre à cette deuxième question, puis j'en ajouterai une dernière, vous veniez d'y faire allusion, mais ce qui concerne nos universités, mais on peut aborder cette deuxième question qui en fait nous amène à la question de l'Anthropocène. Évidemment, Olivier, il ne faut pas s'étonner que nos auditeurs soient préoccupés par la question de l'Anthropocène, puisque c'est le fil conducteur de la semaine, cette exigence que nous avons à faire basculer nos modes de fonctionnement. Et donc la question de l'auditeur, c'est de dire, mais finalement, l'idée que les chiffres nous façonnent, c'est un peu inquiétant. Est-ce qu'on ne pourrait pas renverser la table ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de dire qu'avec les chiffres, nous pourrions façonner le monde nouveau dont nous avons besoin vis-à-il de notre planète ? Que les chiffres nous façonnent, je ne pense pas que ce soit, pour moi, on ne peut pas y échapper. Alors, premièrement, c'est que je pense qu'on ne peut pas échapper. Il n'y a pas d'exemple, en tout cas, dans l'histoire humaine telle que je la connais, telle que j'ai pu la lire. Alors, je ne suis pas ni en antiquisant, ni un spécialiste des périodes historiennes anciennes, bien sûr. Je suis plutôt spécialiste du contemporain. Mais j'ai lu nulle part que des sociétés auraient pu se développer sans chiffrage. Même les sociétés sans écriture, on peut penser par exemple aux Incas, sont des sociétés où il y avait du chiffrage. Il n'y avait pas d'écriture, mais il y avait du chiffrage, il y avait des comptages. D'accord ? Donc, je pense que le comptage, le chiffrage est quelque chose auquel, a priori, on ne pourra pas s'en passer. Que ces chiffres et ces comptes nous façonnent, là aussi, l'auditeur ou le spectateur semble suggérer que j'y verrais malice. Non, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, c'est ni bien ni mal. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Les chiffres sont présents et ils participent à nous fabriquer. Ils participent à nos vies, ils participent à la fabrication de nous-mêmes. Bon. La question n'est pas là. La question, ce n'est pas est-ce qu'on peut se passer ou pas de chiffres. La question, c'est qu'est-ce qu'on met dans ces chiffres. Comment est-ce qu'on met à la discussion ces chiffres ?
il faut se ressaisir des chiffres. Là, je vais répéter ce que j'ai dit il y a quelques instants, mais il faut se ressaisir ces chiffres, il faut rediscuter de ces chiffres, il faut bien prendre conscience du caractère arbitraire, conventionnel et de la dimension, on va dire, performative de ces chiffres. Mais après, les chiffres, on ne pourra pas y échapper et on ne pourra pas échapper à leur effet. Ça, je suis loin de moi l'idée qu'on puisse échapper à la manière dont les chiffres nous façonnent. Ils nous façonnent, simplement, c'est comment est-ce qu'on veut qu'ils nous façonnent et donc comment est-ce qu'on construit les chiffres pour qu'ils nous façonnent d'une certaine manière et pas autrement. Merci Olivier. Donc je veux rassurer cet auditeur en lui disant que le séminaire quantification, métropolisation et anthropocène de l'école urbaine de Lyon en 2021 sera l'occasion de revenir sur cette invitation finalement. Comment est-ce qu'on peut renverser le rapport de force avec les chiffres pour aborder cet enjeu planétaire qui est aujourd'hui le nôtre. Et du coup, j'évoquais les noms de mes collègues Natacha Gondran et Aurélien Bouteau tout à l'heure. Donc ils seront les invités de nos séances. Le programme n'est pas encore arrêté. On attend un peu le déconfinement, mais enfin vraisemblablement, on se projette sur des séances en présentiel à nouveau, disons, au printemps et à l'automne. En tout cas, nous essayons de nous inscrire dans une perspective positive de ce point de vue-là. Et donc, cette question de la quantification, de la bascule vers l'ère anthropocène sera au cœur de nos débats. Je vous remercie encore, Olivier, de votre venue. Je ne sais pas comment on fait, si le livre, peut-être, voilà, je bouge plus. Donc, l'Empire des chiffres, paru aux éditions Armand Collin cette année, dont on a eu l'occasion de dire quelques mots. Et j'espère que beaucoup de nos auditeurs auront envie d'en savoir plus en allant se plonger directement dans sa matière. Merci à vous, merci pour cette occasion de discussion. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme de cette heure et quart passée à discuter au sein de cette école de l'Anthropocène. Et je remercie une fois encore les équipes qui nous ont accueillis aujourd'hui pour leur accueil avant l'émission et pour les qualités, la qualité, le confort dans laquelle nous venons de réaliser cet enregistrement. Merci.